Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des licences, et tout particulièrement des licences pour les données et les logiciels de la recherche. Donc, déjà, en premier lieu, je suis pas un expert législatif sur ces questions-là. Moi, je suis ingénieur de recherche, j'ai surtout manipulé ces données et des logiciels. Et ce que je vais vous partager, c'est surtout un retour d'expérience sur comment comprendre ces licences-là et pourquoi elles sont importantes. Donc si vous voulez récupérer les slides maintenant ou plus tard, elles sont d'ores et déjà disponibles en ligne, et vous pouvez les réutiliser, les repartager sans souci. Ça sera sans doute amené à changer sans doute au niveau de l'URL, mais il y a une pseudo-page web qui commence déjà à exister depuis ce matin en fait, en pratique. Donc voilà, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la problématique des licences, c'est un sujet qui est complexe. Donc on va clairement pas en faire le tour en une heure pendant cette présentation. Si vous avez des questions, la bonne personne à contacter, en fait, c'est vos services de valorisation au niveau des instituts. C'est eux qui ont les compétences en fait pour arriver à trancher ces questions-là. Donc vous inquiétez pas si à la fin vous avez besoin d'aller un peu plus loin, c'est sans doute avec ces gens-là que vous aurez un peu plus d'informations. Donc les licences, c'est quoi? Donc la vraie question, c'est souvent les gens ils pensent licence parce que c'est ce qu'ils ont acheté pour pouvoir utiliser leur logiciel, c'est ce qu'ils ne peuvent pas réutiliser sur une autre machine parce que forcément c'est restreint avec un seul utilisateur. Et donc très souvent, la première chose auquel les gens pensent, c'est que licence égale monnaie ou argent. Et en général, on est rarement content quand on parle de licence. En réalité, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire c'est plutôt en fait un texte sur lequel on va donner son accord et qui va donner mal à la tête si vous essayez de lire ce qu'il y a dedans, parce que c'est souvent dans un jargon qui est un peu compliqué. Donc si je pars d'une définition relativement simple de ce que serait une licence, en fait c'est une licence, c'est un contrat par lequel le titulaire des droits d'auteur définit avec son utilisateur les conditions dans lesquelles son œuvre peut être utilisée, modifiée et diffusée. Donc vraiment c'est les quatre mots essentiels, c'est justement ces quatre-là. Donc pour aller un tout petit peu plus loin, quand on parle de droits d'auteur, en fait il faut se rendre compte qu'il y a deux niveaux au niveau des droits d'auteur. Le premier, c'est les droits de paternité, donc ça veut dire qui c'est qui a rédigé physiquement, par exemple, le bout de code, et les droits patrimoniaux, c'est-à-dire qui c'est qui est en mesure, qui a la propriété intellectuelle, on va dire, sur le code, sur les données. Donc dans le premier cas, les droits patrimoniaux, ils sont forcément toujours liés à la personne qui produit l'œuvre en question. Donc en général, c'est le chercheur, c'est l'ingénieur. Par contre, les droits patrimoniaux, ils appartiennent à vos instituts. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en charge de savoir sous quel droit, sous quelle licence votre code ou vos données vont être distribuées. Et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de vous-même de mettre en ligne des choses, par exemple sur Internet, sans en contacter vos tutelles. Donc c'est très important, et à l'inverse, vos tutelles ne peuvent pas vous spolier de vos droits d'auteur sur ce que vous produisez. Le deuxième point, c'est l'utilisation. Alors en général, à partir du moment où on a une licence, c'est relativement évident que si vous avez une licence, vous avez le droit d'utiliser ce pourquoi vous avez signé la licence. La plupart du temps, c'est souvent des conditions générales d'utilisation, donc ça va définir le nombre de personnes qui peuvent l'utiliser, dans quelles conditions. C'est généralement ce que les gens cliquent sans regarder à peu près sur tous les services ou logiciels qu'ils utilisent. Des fois, ça vaut le coup d'aller jeter un œil dans ce qu'il y a là-dedans. Mais je ne vais pas vraiment m'attarder sur cette partie-là. Le troisième point important, c'est toutes les problématiques de modification. Donc des fois, il n'y a pas possibilité de modifier. Et s'il y a possibilité de modifier, dans quelle mesure on peut reproduire les données, le code, est-ce qu'on peut en faire des copies à l'identique, est-ce qu'on doit en faire des copies à l'identique, ou est-ce qu'on peut faire des copies qui vont être différentes? Est-ce qu'on peut en faire des produits dérivés? En fait, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Et si on veut faire des produits dérivés, est-ce qu'on a accès aux sources qui ont servi à produire l'œuvre originelle? Et enfin, le quatrième point essentiel, c'est la diffusion. Donc, idem, c'est quelque chose qui n'est pas forcément acquis en termes de licence. Des fois, la diffusion, ça se résume à vous n'avez pas le droit de le diffuser. Mais si vous avez le droit de le diffuser, sous quel régime vous pouvez le diffuser? Et il y a également un mot-clé que les gens connaissent rarement, ce qui s'appelle le copyleft. C'est-à-dire, si vous le repartagez, est-ce que vous devez le repartager avec la même licence?
Donc je vais y revenir dans la présentation plus tard, mais c'est un point vraiment essentiel qu'il faut comprendre, surtout dans le cadre des licences ouvertes, sur lequel je vais m'attarder plus dans la suite de cette présentation. Donc les licences, c'est important pour deux choses. La première, c'est en tant qu'utilisateur, c'est comprendre qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser et sous quelles conditions, mais c'est également important en tant que producteur de données. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai le droit de réutiliser et qu'est-ce que j'ai le droit de diffuser. Donc c'est vraiment ces deux axes-là qu'il faut garder en tête. C'est souvent des sujets qui sont souvent mis de côté, où on considère seulement au dernier moment qu'est-ce qu'on va mettre sous licence et sous quelle licence. En général, c'est mieux de se poser la question le plus tôt possible pour faire les choses correctement. Et un point essentiel, alors justement je parlais d'utilisation, si vous utilisez sans licence des données ou un logiciel dont vous n'êtes pas l'auteur, c'est une infraction au droit d'auteur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de licence, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Après, vous pouvez mettre des licences qui vous autorisent à faire plein de choses différentes, mais à partir du moment où les données ou les codes sont partagés sans licence, c'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de les utiliser. C'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire en tant qu'utilisateur, vous ne devez pas vous faire avoir à utiliser des choses que vous n'avez pas le droit d'utiliser, mais également en tant que producteur de données. C'est-à-dire si vous mettez du code en ligne, il faut impérativement que vous lui mettiez une licence, sinon en fait vos utilisateurs ne pourront pas l'utiliser légalement. C'est-à-dire que vous exposez vos utilisateurs à des gros problèmes si jamais ça venait à être réutilisé. Donc en gros il y a deux grandes familles de licences. Si je veux essayer de faire les choses un peu simples, on a les licences dites propriétaires ou privatrices. Donc les deux ne sont pas réellement équivalentes, mais dans le cadre de cet exposé, on va considérer que c'est la même chose. Et on a les licences ouvertes et libres. Pareil, il y a une petite subtilité entre les deux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui va vraiment séparer donc, entre propriétaire et ouvert et libre. Alors quand je parle d'ouvert et de libre, attention, ça ne veut pas dire gratuit. Très souvent, il faut garder en tête que la plupart des logiciels gratuits que vous utilisez ne sont pas libres et ne sont pas ouverts. Et à l'inverse, produire du libre et du code ouvert, c'est un coût qui est non négligeable. Et il y a quand même un certain nombre de services qui vont fournir, par exemple, des outils qui seront payants, alors que dessous, ça tourne sur des logiciels libres. Donc c'est vraiment deux choses distinctes qu'il faut garder en tête. Et quand je vais parler de libre et d'ouvert, je ne veux absolument à aucun moment parler de gratuit ou de payant. C'est vraiment quelque chose d'important à garder. Donc comment on fait la distinction entre ces deux types de licences? Donc les trois questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux utiliser, diffuser et modifier? Donc vraiment, si vous posez ces trois questions-là, en général, c'est relativement simple d'arriver à distinguer les deux. Comme je disais, l'utilisation, en général, à partir du moment où vous avez une licence, elle est à peu près garantie. Mais par contre, si vous avez des restrictions vis-à-vis de la diffusion ou de la modification, dans ces cas-là, on est dans le cadre d'une licence propriétaire ou privatrice. À partir du moment où vous n'avez pas de restrictions, ou alors des restrictions, mais j'y reviendrai après sur la rediffusion, mais à partir du moment où vous pouvez diffuser et modifier, vous êtes sur une licence qui est libre et ouverte. Donc, trois cas classiques d'exemples de logiciels propriétaires, donc utiliser des licences propriétaires. Je pense que vous avez à peu près tous utilisé Microsoft Word, peut-être Adobe Photoshop et MATLAB. Donc ça, c'est trois outils qui sont sous licence propriétaire, en général où les licences sont relativement chères. Et les gens ont tendance des fois à utiliser leurs équivalents en libre, qui seraient LibreOffice, GIMP et Octave. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, on a une distinction effectivement entre une licence qui serait payante et une licence qui serait en partie gratuite. En réalité, la vraie différence qu'il y a fondamentalement là-dessous, c'est que si vous voulez rajouter des fonctionnalités ou si vous modifiez le comportement de ces logiciels, que ce soit LibreOffice, GIMP ou Octave, c'est très facile de contacter les développeurs. Vous pouvez rajouter des morceaux de code également par vous-même et ça peut être intégré dans le code. Je vous souhaite bien du courage pour essayer d'expliquer à Microsoft que sa façon de gérer les icônes, elle est pas pertinente ou que son éditeur d'équations mériterait d'être revu. Donc, je vais, voilà, pour appuyer un peu le truc, je vais vous mettre quelques exemples et on va essayer de voir si vous avez à peu près suivi. Donc, là, je vais dans vraiment très généraliste. Là, je prends un système d'exploitation complet. Donc, si je prends macOS, d'après vous, on est sur une licence libre ou propriétaire? Je vous laisse lever la main pour
pour si c'est du libre. Alors à partir du moment où vous avez un Mac, c'est pas payant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coût d'acquisition de macOS est gratuit. Par contre, on n'est clairement pas du tout sur un logiciel libre, donc déjà l'utilisation parfois est peut-être compliquée. La modification, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous arrivez encore, mais il y a de plus en plus de verrous, mais alors la diffusion, c'est formellement interdit. C'est-à-dire que si j'extrais le logiciel d'exploitation de mon ordinateur, je peux absolument pas le diffuser à qui que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est complètement verrouillé, alors qu'en soi c'est gratuit. A l'inverse, si vous connaissez Red Hat, qui est la distribution Linux du Pentagone, en fait, là les coûts d'acquisition ils sont particulièrement élevés, mais dans ce cas-là, on se retrouve en fait dans le cas d'un logiciel libre, en fait, c'est un noyau Unix. Ce qui fait la différence en fait, pourquoi il est payant et aussi cher en fait, c'est surtout parce que si vous avez un problème, vous passez un coup de fil au bodum de Red Hat et littéralement dans le quart d'heure qui suit, vous avez une nouvelle machine qui fonctionne. Donc tout le code source est accessible pour des questions de sécurité. Donc vous pouvez le récupérer, le modifier, le partager, mais on est sur quelque chose qui est loin d'être gratuit. Inverse, là je vais complètement de l'autre côté du spectre, par exemple GitHub. Il n'y a pas de souci pour m'arrêter si vous avez des questions en cours. Je suis pas sûre d'avoir bien compris la notion de il est payant Red Hat, parce que si on peut le diffuser, ça veut dire que quelqu'un qui l'a pas payé va y avoir accès. Donc c'est ça que j'ai du mal avec la nuance. En fait, ce que tu vas payer, c'est du support. C'est de l'expertise, c'est la disponibilité également et surtout, tu as la garantie que s'il y a le moindre faille de sécurité qui est trouvée, qu'il y a un ingénieur derrière qui va travailler pour appliquer le patch et littéralement dans le quart d'heure tu peux avoir le patch correctif si la sécurité elle est vraiment critique. C'est ça en fait qui est payant. Et c'est-à-dire qu'avoir le code en soi, c'est que la moitié de l'équation. Et c'est même tellement vrai, c'est tellement vrai qu'on peut diffuser Red Hat, c'est-à-dire que les Fedora, qui est une autre distribution Linux, est basée en fait sur Red Hat. C'est la version communautaire de Red Hat, donc il n'y a pas de support logiciel associé, mais on est bien sur quelque chose qui est complètement ouvert. D'autres questions jusque-là? Ou pas hésiter. Donc là, je disais, je pars complètement de l'autre côté du spectre, cette fois-ci. Là, je vais vraiment sur des services. Donc GitHub, je pense que vous avez à peu près... j'espère que vous avez entendu parler de cette plateforme, qui est une des plus grosses plateformes d'hébergement de code source. Donc si vous cherchez... ne serait-ce que les outils là, que j'utilise pour faire ce type de présentation, c'est disponible sur GitHub, c'est souvent là-dessus que sont les grands projets open source. Mais en fait, quand vous regardez à proprement parler, l'outil en fait, qui est derrière GitHub, lui, est complètement propriétaire. C'est-à-dire, vous pouvez modifier les fichiers qu'il y a sur GitHub, vous pouvez partager sur GitHub, mais par contre, vous n'avez pas moyen de récupérer ce qui fait tourner GitHub et le mettre chez vous sur vos propres serveurs pour être complètement autonome de ce point de vue. Si vous voulez faire ce genre de choses, il faut plutôt se tourner sur des alternatives du type GitLab. Donc on y reviendra demain avec Guy. Mais dans ces cas-là, c'est un équivalent de GitHub, sauf que la différence, c'est que le code source est accessible et vous pouvez le déployer avec les conditions que vous voulez sur vos propres machines si vous voulez éviter d'avoir quelqu'un qui regarde au-dessus de votre épaule ce que vous faites. Donc voilà. Donc après, la question c'est, donc je vais pas m'attarder plus sur la partie propriétaire, parce qu'en général ça demande d'avoir une compagnie d'avocats derrière soi pour savoir ce qu'on met dedans et ainsi de suite. Donc en général dans la recherche on va vraiment s'orienter plutôt sur des licences de type ouverte, mais la vraie question c'est pourquoi pourquoi c'est intéressant en fait de diffuser nos codes et nos données sous licence ouverte. La vraie problématique en fait c'est que ça s'intègre dans l'enjeu, c'est une brique qui est essentielle pour la science ouverte. Donc la science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données et aux codes sources et aux méthodes de la recherche. Donc ça, j'ai extrait ça du deuxième plan national pour la science ouverte. Et on voit que à partir du moment où on veut s'inscrire dans cette problématique de science ouverte et de partage de données et de codes sources, l'utilité d'avoir des licences ouvertes est réellement essentielle. Et je tiens à souligner que c'est marqué autant que possible, c'est-à-dire que tout n'a pas vocation à être public.
tout ce qui, par défaut, les codes et les données ont vocation à être publics, mais si vous avez une raison particulière qui justifie que vos codes ne le soient pas, c'est également possible. Ça reste cohérent, c'est ouvert autant que possible et fermé autant que nécessaire. Donc c'est une obligation légale, alors ça s'inscrit dans la loi pour la République numérique qui date de 2016, qui était plus pour les agents administratifs initialement, mais on voit par exemple que depuis l'an dernier, l'ANR a une obligation de publier des plans de gestion de données. On retrouve ça également au niveau international, au niveau de l'Europe, pardon, au niveau des ERC, de l'horizon 2020, on a une forte incitation à la diffusion des données. L'UNESCO à l'international pousse aussi pour l'open science, pour justement diffuser ce genre de bonnes pratiques. Et côté États-Unis, il y a notamment vis-à-vis de la NASA, il y a un gros effort qui est en train d'être fait sur les 5 prochaines années pour faire transiter une très large majorité de l'intégralité de ce qui est produit par la NASA dans le domaine public. J'imagine que vous avez toutes ces problématiques d'open science, vous en avez peut-être aussi entendu parler avec les principes FAIR, donc ça recoupe une partie des principes FAIR, c'est pas uniquement lié à ça. En fait, les licences ouvertes, elles vont s'inscrire surtout sur 2 points essentiels pour faire du FAIR, c'est-à-dire il faut que les données elles soient accessibles, c'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent les récupérer et justement pouvoir les modifier pour en refaire d'autres choses, et qu'ils puissent les réutiliser également et pouvoir les rediffuser. Donc c'est vraiment les 2 points qui permettent la modification et la diffusion des savoirs. Donc les licences ouvertes, on y arrive enfin. Donc là je vous en ai listé quelques-unes, c'est clairement pas une liste exhaustive, il y en a certaines que vous avez peut-être déjà croisées, peut-être pas. Ce qu'il faut voir en fait dans cette liste-là, c'est qu'elle se découpe en 2 grandes familles. On ne va pas utiliser le même type de licence pour des données ou pour des logiciels, parce qu'en fait les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, je vais y revenir, et il faut vraiment prendre conscience qu'on ne va pas mettre le même type de licence sur une donnée et un logiciel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce cartoon de XKCD, en fait les licences c'est exactement comme les standards, donc on est sur une situation où on a 14 standards compétitifs à gauche, et on voit que c'est complètement ridicule, il faut impérativement en trouver un qui est universel et qui aille à tout le monde dans tous les cas, et puis après on se retrouve avec 15 standards qui sont en compétition vis-à-vis des uns des autres. Donc voilà, les licences c'est exactement le même problème, il n'y a pas de licence universelle, et espérer trouver une licence universelle qui marche à tout le monde, ça ne fonctionne pas. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous allez sur le site de l'Open Source Initiative, vous avez plus d'une centaine de licences qui sont listées là-dedans. Donc, c'est que des licences ouvertes. Donc elles ont toutes leurs subtilités qui sont dessous. Donc je vais clairement pas faire un inventaire de toute la zoologie qu'il y a dessous, mais je vais essayer de vous donner les grandes lignes qui sont associées. Donc normalement, arrivé à ce stade de la présentation, vous devez dire moi j'y comprends rien, c'est quoi ce bazar, qu'est-ce que j'en fais et comment je m'en sors. Donc on va essayer de prendre la problématique pas à pas, petit à petit, avec des exemples on va dire un petit peu concret. Donc si je me place dans le cas d'une œuvre artistique, en fait, donc c'est-à-dire une image, si je produis une image, une vidéo, du son, très souvent en fait, on va avoir tendance à vous conseiller d'utiliser des licences de type Creative Commons. Donc les licences Creative Commons, si je me place dans le cas du producteur, donc on va dire que c'est moi qui ai produit par exemple une image, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que je veux que les gens qui utilisent mon image me fassent l'attribution vis-à-vis de cette licence, de ma création. C'est-à-dire que si finalement je m'en fiche et j'ai envie que tout le monde l'utilise et qu'il n'y a pas besoin que les gens disent que c'est moi qui l'ai fait, dans ce cas-là, ça tombe dans le domaine public et les gens peuvent le réutiliser sans absolument aucune contrainte, il n'y a pas de restriction. Je me répète par rapport au début, une licence qui est dans le domaine public est une licence, c'est pas une absence de licence, ce qui est différent de ce que je disais. Donc si vous voulez que les gens puissent l'utiliser de manière complètement libre, le domaine public est vraiment, on va dire, le socle le plus large possible que vous puissiez avoir. En général, on veut quand même que quand les gens ils diffusent des
des données, des images, des choses comme ça. C'est quand même mieux si on sait au moins qui c'est qui la produit, un peu sous quelles conditions, qu'on a un petit peu une histoire de l'affiliation, pas de perdre toute l'attribution. Donc la deuxième question, c'est si je dois faire l'attribution, est-ce que j'autorise mes utilisateurs cette fois-ci à faire des modifications? Donc si je ne les autorise pas à faire des modifications, dans ces cas-là, la Creative Commons qui est associée, c'est plutôt une licence de type by ND. Donc by, c'est parce qu'on veut que les gens fassent l'attribution, ND, c'est pour non-dérivative, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de modifier en l'occurrence l'œuvre en question. Vous pouvez la repartager, il n'y a aucun problème, mais si vous le faites, vous devez dire d'où est-ce que vous l'avez trouvée, mais vous ne pouvez pas la modifier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'intégrer pour en faire quelque chose d'autre. Ça, c'est très important. La modification n'est pas autorisée. Si vous autorisez cette fois-ci la modification, Pardon, juste une question très pratique. Une image qui a été mise en ligne sans volonté d'attribution, donc qui tombe dans le domaine public, quand on veut la citer, il faut quand même mettre quelque chose puisque on n'est pas l'auteur. On met quoi alors? On met... Alors justement, elle ne tombe pas dans le domaine public. Ah, c'est d'accord. ça justement qui est très important. La subtilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mention explicite sur l'image, elle est sans licence, donc vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est-à-dire que si elle est explicitement notée comme étant dans le domaine public, il n'y a pas besoin de mettre aucune attribution. Mais je vais y revenir de toute façon après. Il n'y a pas de souci, je vais revenir sur ces exemples-là plusieurs fois pour marteler un petit peu le message. Donc, on a dit, cette fois-ci, je veux donc qu'il y ait bien de l'attribution, j'autorise mes utilisateurs à les modifier, et est-ce que je vais mettre un copyleft, c'est-à-dire ce dont je vous parlais au début, est-ce que je veux que les gens qui l'utilisent soient obligés, s'ils modifient cette œuvre, est-ce qu'ils doivent utiliser la même licence que moi? Donc, si finalement je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent avec, dans ces cas-là, ils ont juste besoin de me citer, donc là on va être plutôt sur une licence de type by uniquement. Mais par contre, si je veux leur imposer le fait que les dérivés doivent avoir la même licence que le produit original, dans ces cas-là, on sera sur une licence de type by SA pour share alike. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu le logo au début de ma présentation, donc la présentation est sous licence by SA. C'est-à-dire que si vous resservez ces slides-là, vous devez également repartager votre présentation selon les mêmes conditions, donc en by SA. Donc c'est quelque chose, le copyleft c'est quand même quelque chose d'assez contraignant qui impose en fait que l'œuvre reste dans le domaine, là en l'occurrence dans le domaine public qui est associé. Enfin, sur une licence ouverte à la chaîne. Donc ce qu'on peut voir c'est que déjà sur ces Creative Commons, elles sont pas toutes ouvertes en fait ces licences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux pas modifier, c'est pas une licence ouverte. Donc souvent les gens ils disent c'est en Creative Commons, c'est ouvert. En réalité, si vous regardez un tout petit peu, c'est pas le cas. Elles sont pas toutes ouvertes. Et c'est là où on se retrouve avec une multiplication des licences assez rapidement, où on passe de 4 licences à 7 licences d'un seul coup, c'est si je veux rajouter des conditions supplémentaires. Est-ce que je veux par exemple qu'en fait mon œuvre elle soit pas réutilisée par exemple pour des produits marketing ou commerciaux? Dans ces cas-là, je peux rajouter une clause en fait dans la licence qui va interdire la commercialisation de cette œuvre. Donc chacune des 3 licences ci-dessous a un équivalent en non-commercial, en NC justement, pour dire si oui ou non on autorise ou pas l'utilisation commerciale de l'œuvre. Donc j'inverse le problème, donc ça c'était du point de vue de la personne qui a créé l'œuvre, donc maintenant je me place dans la peau de celui qui va l'utiliser. Donc je reprends mes licences, donc si je trouve quelque chose qui est dans le domaine public, dans ces cas-là, il n'y a pas de droit d'auteur, je peux copier, modifier, redistribuer sans aucune restriction. Je n'ai même pas besoin de citer l'endroit où ça se trouve, c'est du domaine public. En général, c'est toujours bien, ne serait-ce que pour garder un historique, de faire une référence, mais vous n'êtes pas légalement tenu de le faire. Si vous êtes sur une licence by, vous êtes tenu de citer l'auteur, mais vous n'avez pas de restriction sur l'utilisation, la copie, la modification. Si vous êtes sur une licence de type by SA, vous êtes tenu de citer l'auteur, et que si vous rediffusez, vous devez le rediffuser sous une licence équivalente. Et si on est sur du by ND, dans ces cas-là, il faut citer l'auteur, vous pouvez le redistribuer, mais par contre, vous n'avez pas le droit d'en faire des modifications. Vous ne pouvez pas en faire des dérivés non plus. Donc voilà, ça c'était pour
Pour ce qui est des Creative Commons, qui est quand même une grosse famille de licences qui sont assez connues, qu'on retrouve assez régulièrement. Et j'y viens juste après. Et si vous avez des questions sur quelle licence je dois utiliser pour quelque chose, sur le site des Creative Commons, ils ont un utilitaire qui permet de cocher petit à petit si oui ou non je veux faire ci, si oui ou non je veux faire ça, et à la fin il vous dit quelle est la licence qui est la plus appropriée pour votre usage. Quand tu précisais là qu'il faut réutiliser une licence équivalente, c'est ça, je pense qu'il y a une subtilité dans ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas la même licence, il faut qu'elle soit équivalente. Qu'est-ce que ça implique? Alors, justement, il y a des licences qui sont compatibles entre elles. Alors, pour ce qui est des œuvres artistiques, en général, les Creative Commons sont quand même la base de ce qui se fait. Quand on va arriver sur du logiciel, et je vais y venir après, les problématiques de copyleft, il y a certaines licences qui sont équivalentes les unes aux autres, et donc on peut utiliser une autre licence qui soit compatible, et en général, ça impose un copyleft aussi derrière. En général, quand on dit équivalent, ça veut dire que si j'ai mis un copyleft, il faut que la réutilisation ait également un copyleft. C'est à ça que ça revient. Légalement, il y a des petites subtilités, mais dans les grandes lignes, c'est ça l'idée. Alors, pour ce qui est des données, les recommandations en fait de datagouv.fr, justement, donc, qui régit les données pour le droit français, recommandent d'utiliser, dans la mesure du possible, directement une licence qu'ils ont créée eux-mêmes, il y a quelques... Je crois que ça fait 2 ou 3 ans, donc vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais ça commence à devenir de plus en plus un standard, qui s'appelle licence ouverte. L'idée, c'est que c'est une licence qui est vraiment orientée pour la diffusion des données, qui permet la reproduction, la modification, l'exploitation commerciale, et il n'y a pas de contrainte sur le copyleft. Donc si vous mettez un équivalent de ce que je vous ai dit précédemment, on serait dans une licence de type BY pour les Creative Commons. C'est juste qu'elle est compatible avec le droit français, elle a été rédigée de telle sorte à ce qu'il y ait des garanties vis-à-vis du droit français. Donc c'est pour ça que c'est la licence qui est recommandée pour les données qui sont produites en France. Et en termes de citation, la petite subtilité, c'est qu'il faut citer la paternité, donc d'où vient la donnée, mais il faut également citer la date de mise en ligne. C'est là où il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il faut penser également à dire, voilà, c'est des données qui ont été publiées à telle date. C'est pour ça que je voulais le mentionner en particulier. Pour ce qui est des bases de données, il y a un autre type de licence qui existe. Alors, juste avant de passer aux bases de données, ce qu'on voit, c'est que cette licence-là, elle n'a pas de copyleft, c'est-à-dire que vraiment, la réutilisation, elle est complètement ouverte derrière. Donc l'idée, c'est que des acteurs commerciaux puissent se saisir de ce genre de choses. C'est-à-dire que, typiquement, quelqu'un qui va utiliser ces données-là dans le cadre d'outils privés et autres, aura pas de contrainte sur le fait qu'il doit rediffuser ces données également sous licence libre. Donc c'est pour ça que l'absence de copyleft est quelque chose d'important pour cette licence-là, parce qu'elle s'articule vraiment dans une problématique de pouvoir justement faire transpirer les données du domaine public vers le domaine privé. Pour ce qui est des bases de données, il y a des petites subtilités, mais en gros, la problématique, c'est que vous avez rarement des enjeux vis-à-vis de la modification pour les bases de données. Donc dans ces cas-là, on se retrouve plutôt avec des licences de type Open Data Common. Donc je ne vais pas aller dans les détails, je vous l'ai juste mis pour vous dire que on a deux grandes familles de licences qui sont avec attribution, avec un copyleft ou sans copyleft. Donc il faut savoir que ça existe également. Et enfin, le troisième point qui, pour moi, est vraiment un des points essentiels, c'est vraiment les licences pour les logiciels. Donc pour les logiciels, la terminologie est un tout petit peu différente. On va parler de licences qui vont être permissives ou alors de licences à réciprocité. Donc il existe plein de licences permissives, plein de licences à réciprocité. Ce qui définit vraiment la séparation entre les deux, c'est est-ce qu'il y a un copyleft ou est-ce qu'il n'y a pas de copyleft. Donc vous avez peut-être déjà vu dans des codes des licences de type MIT, BSD, Apache, ou alors les licences anciennement du CNRS, enfin qui étaient promues par le CNRS il y a quelques années, les licences Cecil. Donc la Cecil B est sans copyleft, la Cecil C est avec copyleft. Une des grandes licences avec un copyleft dans le logiciel, c'est la GPL, qui est la GNU Public License, V3.
Donc en général, c'est voilà, la MIT et la BSD, vous la trouvez assez souvent dans les licences permissives, et la GPL, ça va être à réciproque. Donc, si mon logiciel, il a des dépendances, c'est-à-dire que je développe un code, par exemple, en Python, et j'utilise d'autres librairies qui ont été publiées, il faut impérativement que je regarde quelles sont les dépendances que j'utilise avant de pouvoir repartager mon propre code. Si toutes les dépendances que j'utilise, en fait, c'est des licences permissives, c'est-à-dire que s'il n'y a aucune de ces licences qui a un copyleft, c'est-à-dire que je peux choisir n'importe quelle licence en sortie. Je peux également le distribuer sous les mêmes licences permissives, je peux le mettre sous une licence qui est plus restrictive avec un copyleft, ou je peux même mettre une licence propriétaire dessus. Je peux commercialiser, je peux l'ouvrir, ou alors je peux fermer derrière. Mais à partir du moment où vous avez au moins une de vos dépendances qui contient un copyleft, donc s'il y a au moins un des codes, par exemple, qui est dedans, qui est en GPL v3, en l'occurrence, là, et bien dans ces cas-là, je ne peux mettre que des licences qui sont avec un copyleft derrière. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que oui, on garantit que l'utilisation derrière de ce logiciel-là sera toujours avec des licences open source. Quelqu'un qui va réutiliser notre code sera obligé de le rediffuser en open source. Alors, open source plus ou moins, mais sous une licence ouverte. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est par exemple un industriel, potentiellement, votre code ou la librairie que vous avez publiée, pour lui ne sera pas utilisable s'il n'a pas vocation à publier lui aussi sous licence ouverte. Donc il faut se rendre compte que si vous avez vraiment volonté à ce que votre licence continue dans les travaux dérivés, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre une licence avec un copyleft. Si, à l'inverse, vous voulez qu'elle soit utilisée le plus possible, dans ces cas-là, il faut lever certaines restrictions et ne pas mettre de copyleft. Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est vraiment d'étudier vos dépendances. Il n'y a que ça qui va vous dire si, oui ou non, vous êtes contraint pour mettre une licence avec copyleft. Suivez aussi les recommandations vis-à-vis de votre communauté, en fonction de ce que les autres gens qui travaillent autour de vous utilisent. C'est toujours intéressant d'utiliser le même type de licence pour éviter justement de se casser un peu la tête sur les compatibilités entre les licences. Très souvent, s'ils utilisent ces licences-là et qu'elles sont utilisées et partagées, c'est que c'est des licences qui fonctionnent. Il ne faut pas être naïf aussi sur ces points de vue. Je finis juste le dernier point. Et ce qui est vraiment important, comme je l'ai dit, c'est vraiment vos instituts qui ont la main sur le choix de la licence en dernier recours. Donc, vous serez fortement incité à dire « moi, je préférerais que ça soit diffusé sous telle licence », mais c'est toujours vos services de valorisation qui, in fine, décideront si oui ou non c'est diffusé sur ce type de licence. Il y a ce système d'héritage là sur le copyleft. Comment ça se passe quand, je sais pas, effectivement, tu associes des bouts de code où il y a du copyleft dedans, et puis tu en as un avec son copyleft qui dit usage commercial, et l'autre avec son copyleft qui dit usage pas commercial, et tu as assemblé le machin. Comment ça se transmet ensuite? C'est toujours le plus restrictif qui l'emporte. À partir du moment où il y en a au moins une qui te dit pas d'usage commercial, il n'y a pas d'usage commercial qui est associé. Et c'est pareil pour le copyleft. Il suffit qu'il y en ait une qui te dit qu'il y aura un copyleft, et dans ces cas-là, tu es obligé de mettre un copyleft. Donc voilà, donc pour résumer, je vais essayer de reprendre un peu tout ce que je vous ai dit là. Si je crée une œuvre qui est unique, originale, qui ne dépend de rien, voilà, je suis un peintre et je fais un nouveau tableau, dans ces cas-là, c'est moi qui suis l'auteur du tableau, mais ça reste mon institut qui va choisir sous quelle licence ça sera diffusé. Ça pourrait être sous licence libre, sous licence propriétaire, sous une Creative Commons si c'est typiquement plutôt une œuvre artistique, si c'est plutôt un jeu de données, ça sera une licence ouverte, et si c'est une base de données, on sera plutôt sur de l'Open Data Commons. Moi, ce que j'utilise en tant que scientifique, en fait, c'est un produit dérivé, c'est-à-dire que j'utilise quelque chose, soit des données ou une œuvre qui vient par exemple du domaine public, dont je fais un dérivé au travers d'un logiciel ou quelque chose. C'est pas la licence du logiciel qui va m'imposer la licence sur l'œuvre dérivée, c'est vraiment l'œuvre originale qui va définir qui est le choix de la licence. Donc là, j'ai pris un exemple où l'œuvre originale était dans le domaine public, donc en fait, mon institut peut mettre n'importe quel type de licence en sortie. Si jamais il y a une obligation d'attribution, il faut bien que je précise dans ma licence finale que l'œuvre, la source originelle, elle avait bien été produite par un tel.
S'il y a une licence avec un copyleft, donc là en l'occurrence c'est une by SA, dans ces cas-là je suis obligé de diffuser avec une licence équivalente, donc typiquement un by SA. Et à l'inverse, si c'est une licence, là en l'occurrence en propriétaire sans dérivation, j'ai pas le droit de produire des données dérivées à partir de cette donnée-là. C'est-à-dire que je peux, au travers de mon institut, repartager ces données, mais par contre elles ne doivent pas être modifiées. Pour ce qui est des logiciels, si j'ai pas de dépendance, on va dire c'est open bar, je peux mettre à peu près ce que je veux dessus, enfin mon institut peut mettre ce qu'il veut dessus. Si, mais en réalité ça existe rarement, je sais pas vous, mais en tout cas il y a rarement des gens qui développent leur propre code sans aucune dépendance. Par contre, ce qui existe en réalité, c'est très souvent que vous allez avoir des dépendances qui seront permissives, et dans ces cas-là, idem, je peux mettre à peu près ce que je veux en termes de licence. Mais à partir du moment où il y en a au moins une avec un copyleft, je suis obligé de mettre une licence avec un copyleft. Donc voilà, donc pour conclure ça, cette présentation, donc ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi les licences sont importantes. En fait, c'est à la fois pour l'utilisateur et pour le producteur en fait, de données. Il y a deux grandes familles de licences, les propriétaires et celles qui relèvent plutôt du régime libre et ouvert. Et dans le cas des licences libres et ouvertes, il y a deux types de réutilisation, avec et sans copyleft. Et ce qui est essentiel de comprendre, c'est utiliser le bon type de licence pour le bon contexte. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a le CNRS qui a publié une feuille de route et un plan de données pour la recherche, où il y a des informations qui peuvent être intéressantes pour tout ce qui est les problématiques dans les années qui viennent. Il n'y a pas des masses de choses sur les licences. Si vous ne les avez pas vues passer, il y a également le deuxième plan national pour la science ouverte, qui est sur ouvrirlascience.fr, qui contient en fait toute une série de guides, et notamment si vous avez des doctorants et des postdocs, je vous recommande très vivement le passeport pour la science ouverte, qui est vraiment une très bonne source pour expliquer qu'est-ce que c'est que la science ouverte et comment faire de la science ouverte. Vous le trouvez en ligne, mais vous pouvez en avoir aussi des versions papier. Et pour ceux qui seraient plus sur les aspects code et développement, il y a la liste de diffusion du CNRS qui s'appelle Devlog, qui a fait trois notes qui sont disponibles sur HAL. Le premier, c'est je code, quels sont mes droits et quelles sont mes obligations. Le deuxième, c'est je code les bonnes pratiques de développement. Et ensuite, je code les bonnes pratiques de diffusion, qui, eux, à l'inverse, contiennent énormément d'informations importantes justement sur ces questions de licence. Donc voilà, si vous avez des questions, pas hésiter. Merci Benoît. On va prendre des questions. Léonard Sédou. Bon, merci pour la présentation. Dans ce que tu dis, il y a souvent une question de choix de la licence, comme si c'était acté une fois pour toutes. Donc, est-ce que concrètement, on a le droit de changer la licence d'un logiciel? Alors, tu peux, mais c'est risqué. C'est-à-dire que la licence, elle y est liée à la publication. C'est-à-dire que si tu changes la licence, ça ne sera changé que pour les nouvelles publications. C'est-à-dire que si tu fais un choix en te disant, bah voilà, à partir de maintenant, je veux plus qu'il y ait d'utilisation commerciale, et ben en fait, on pourra toujours utiliser d'un point de vue commercial les versions précédentes si tu ne l'avais pas précisé avant. A l'inverse, si tu avais quelque chose qui était trop restrictif et que finalement tu t'aperçois que c'était pas le bon choix et que tu changes de licence, y a de grandes chances pour que la communauté elle ait dérivé déjà entre temps, et ça va être très difficile de raccrocher a posteriori des gens qui auraient été rebutés la première fois par ton choix de licence. Donc ça arrive. Quand ça arrive, en général, c'est assez malheureux, et très souvent, c'est des grosses prises de tête qui sont associées. Ouais, par rapport à ça, justement, déjà, merci beaucoup pour la présentation, c'était super. Il y a un point qui est important dont on n'est pas forcément conscient, c'est que quand on est propriétaire d'un code, on peut aussi choisir de le diffuser avec plusieurs licences, tant qu'on ne casse pas les licences des dépendances et les copylefts des dépendances. Donc ça, c'est un truc qui peut être pris en ligne de compte. Et un bel exemple de ça, c'est Qt, qui a à la fois une licence commerciale et une licence libre, et qui fait son business avec la licence commerciale. Pardon ? Dans ces cas-là, c'est deux outils différents, justement. C'est-à-dire qu'ils ont la partie commerciale, en fait, il y a des choses en plus dans le code source. Donc si tu compares les deux codes sources, c'est en fait
un outil qui dépend d'un autre. Et très Yeah. souvent, en fait, tu as la partie libre et tu as la partie qui Mm. va être propriétaire qui se greffe par-dessus. Souvent, effectivement, la partie libre a un peu de retard sur la partie propriétaire ou est un peu différente. Ou inversement, des fois aussi. Ah oui. Ça Ok. existe aussi. Pardon. Tu as fait le distinguo entre les licences sur les codes et les données. Il n'y a pas d'héritage de licence entre les codes et les données. C'est-à-dire, si tu prends un code qui te dit pas d'usage commercial de mon code, tu prends le code et puis tu produis des données, mais tu peux mettre en vente les données qui sont avec. Alors, très souvent, en fait, c'est rarement dans des logiciels libres que tu auras ce genre de problème. C'est-à-dire que très souvent, dans le logiciel libre, la production des données, elle est libre et tu peux, à partir du moment où tu peux modifier le code et faire ce que tu veux, en fait, tu changes la licence et tu mets une licence qui te va bien pour pouvoir diffuser les données que tu produis et on va dire que tu es à peu près tranquille. Ce genre de situation, ça arrive quand tu es sur des logiciels propriétaires. Et dans ces cas-là, le logiciel propriétaire va définir explicitement en fait, la façon dont les dérivés vont être produits et ce que tu vas pouvoir faire avec les dérivés. Donc on sort un petit peu de ce contexte-là. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur l'enjeu du quels sont les effets de bord et les causalités que tu pourras avoir entre les deux. Parce que si tu regardes, ça arrive dans le cas des logiciels propriétaires qui en fait font ce qu'ils veulent en fait de ce qui est noté dans la licence. Et ça, c'est uniquement en étudiant en détail la licence que tu sauras si oui ou non tu peux le faire. Une question qui est un peu naïve et je me dis que j'aurais pu me la poser déjà il y a bien peut-être une vingtaine d'années. Quand on fait de l'acquisition de données, on passe par des capteurs et aussi des numériseurs, voire des softs qui sont derrière. Est-ce que la donnée est tributaire d'une licence qui a été posée par le constructeur sur son numériseur ou sur les... Et bah ça, c'est une excellente question et il y a trop peu de monde qui se la pose. Et en fait, ça va surtout dépendre de la licence qu'il y a sur ton numériseur, en fait. Et c'est là où il faut aller regarder si ça a été précisé dans le numériseur que les données qui sont produites peuvent être utilisées dans le domaine public ou pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lien immédiat entre les deux. Mais il faut effectivement, parce que, je me répète, si ton numériseur est propriétaire, c'est une licence qui a été rédigée spécialement pour cet usage-là, et c'est lui qui va te définir si oui ou non les dérivés sont utiles. Alors, une question presque en amont, c'est pareil, j'aurais pu me la poser plus tôt. À partir de quand est-ce qu'on parle d'une diffusion par exemple, passer un code à son doctorant, est-ce que c'est une diffusion? Enfin, à partir de quand est-ce qu'on commence à diffuser? Et je pensais à ça parce que sur les Creative Commons, qui était le côté artistique, je me suis posé la question sur les cours, quand on met un PowerPoint sur la plateforme Moodle interne, etc. C'est un public restreint, c'est nos étudiants. Est-ce qu'on devrait avoir systématiquement nos petites icônes sur tous nos PowerPoints de cours? J'en ai pas vu beaucoup. Je sais que certains collègues le font. Je l'ai fait sur certaines vidéos courtes, mais pas sur tous. Et voilà, j'ai une lumière d'un coup. Alors, je vais te reprendre un exemple un tout petit peu différent, mais qui reprend ta question. Par exemple, en cours, tu reprends un article qui vient d'être publié dans un journal. Donc, le texte appartient au journal. Dans le droit français, tu as un droit à la citation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne fais pas une copie intégrale du document, il y a une clause d'exclusion qui te permet de citer et d'extraire, de mémoire c'est à peu près 20% du contenu du texte, pour des usages typiquement liés à la transmission du savoir. Et donc, le droit français est plutôt protecteur vis-à-vis de ces choses-là. Là, on rentre sur les problématiques de droit voisin, des choses comme ça, donc ça commence à devenir des choses un peu compliquées d'un point de vue légal. Donc, si vous n'avez pas mis de licence sur ce que vous avez diffusé à vos étudiants, c'est pas grave, vous n'êtes pas en faute, c'est des choses qui sont acceptées, en fait. Il n'y a pas de... idéalement, ce serait quand même bien de se poser la question d'où est-ce que ça vient et si oui ou non on a le droit de le réutiliser. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre que la personne qui l'a produite, en fait. C'est vraiment c'est le tout premier point que j'avais justement sur les questions de licence. Voilà. À partir du moment où c'est pas vous qui êtes l'auteur, et que là tu commences déjà à faire de la diffusion en fait. À partir du moment où ça devient quelqu'un d'autre qui a accès à cette information. Si t'es l'auteur, si tu mets ce que tu veux dessus. Mais si tu utilises quelque chose que quelqu'un d'autre a produit, voilà. C'est assez, dès qu'on creuse, on s'aperçoit que ça devient très subtil ce genre de choses. Après, il y a aussi des marges de manœuvre qui sont, à dire. Si tu restes de bonne foi et que clairement que c'est pas une copie intégrale de tous les jours tu fais une photocopie du journal, en général ça passe. Une question qui se pose là.
dans le cadre d'un logiciel qui a été développé, par exemple, qui comprendrait une partie commerciale. Mais je ne veux pas distribuer le logiciel, je veux donner un accès à un service en fait, qui fait tourner un exécutable que j'ai développé sur une plateforme quelque part, sur le cloud, etc. Donc c'est accès au service, mais sans distribuer le code source. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour des licences associées à des services? Alors, qu'on ait plus... on en revient toujours à la problématique du t'es confronté à un outil propriétaire, et en fait ça va dépendre des conditions qu'ils ont mis dans leur outil propriétaire. C'est-à-dire que s'ils t'autorisent à pouvoir te brancher chez eux, et en général ils vont avoir plutôt tendance à le faire s'ils ont une API ou des choses comme ça, c'est qu'ils ont déjà pensé qu'il y a des gens qui pouvaient venir se brancher chez eux. Donc il y aura une clause dans les conditions générales d'utilisation qui va t'autoriser à venir te brancher chez eux. Mais à partir du moment où tu ne diffuses pas leur code à eux, mais que tu ne fais que l'interface, tu es libre de mettre en fait ce que tu veux. À partir du moment où tu as le droit d'utiliser cet outil. Voilà, la subtilité. Faut lire la licence donc. Et ouais, malheureusement, dès qu'on se retrouve avec des outils propriétaires, et il faut arriver à les comprendre aussi, les licences, parce que il n'y a aucun de nous qui a fait du droit, et il y a des fois où c'est vraiment pas facile. Il y a peut-être une question en chat là. Je crois que j'en ai vu dans le chat. S'il y a un copyleft, on peut vraiment encore changer pour une licence moins restrictive. Alors non, ça sera une licence équivalente. C'est-à-dire que c'est ce que je mettais dans la liste des licences à copyleft. Voilà. Ici, voilà. Par exemple, s'il y avait une GPL v3, donc avec un copyleft, je peux éventuellement aller mettre une LGPL ou une MPL. Alors c'est Mozilla Public License ou Leather Public General License, je crois, pour la précédente. Donc à partir du moment où ça reste compatible. Donc ça veut dire, excusez-moi, c'était moi la question. Ça veut dire que d'une certaine manière, une fois qu'on a mis une GPL v3, les industriels ils doivent se plier à une GPL v3 ou équivalent et il n'y a plus moyen de... Non, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que des fois c'est aussi il faut avoir conscience que c'est un choix qui a des conséquences sur le long terme. Vraiment, c'est-à-dire que ça relève d'une volonté. On fait pas ce genre de choix de manière légère. Mais par contre, typiquement, si on utilise quelque chose qui est un copyleft, on n'a pas le choix, en fait. Oui, dans mon idée, là, tu pouvais pas republier un logiciel avec une LGPL si tu utilises un logiciel avec GPL. Alors, si les deux sont compatibles, il y a des si tu regardes sur Internet, il y a des graphes assez complexes de compatibilité réciproque des uns avec des autres, et la LGPL est compatible avec la GPL, la V3, pas la V2, attention. C'est là où ça devient... Mais après, c'est des communautés, c'est-à-dire qu'en général, c'est pas les mêmes communautés qui utilisent tel type de licence et autres, donc faire des transferts de licences de l'une vers l'autre, il faut vraiment s'assurer que ça recoupe le même type d'usage, parce qu'en fait, c'est souvent dans les subtilités, dans les usages que c'est... Ok, on va remercier Benoît. Si vous avez 2 secondes de plus, je me suis amusé à faire une liste aussi des licences que vous croiserez sans doute pas, mais que vous pouvez oublier, mais qui méritent le détour. La Beerware, en termes de licence ouverte, c'est si jamais vous croisez l'auteur de ce code-là et que ce que vous avez utilisé vous a servi à quelque chose, vous avez le droit de lui payer une bière. Donc voilà, ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Il y a la Don't Ask Me About It, c'est-à-dire que là c'est l'inverse par contre, c'est que si vous utilisez ce code-là, surtout vous n'allez pas écrire à la personne qui l'a écrit, parce qu'en fait il vous répondra pas, tout bêtement. Il y a la No Problem Bug Graph, donc en gros c'est à peu près toute la question et la réponse, que ce soit pour des questions légales de brevets. La réponse c'est systématiquement bien sûr, pas de problème, vous inquiétez pas, soyez heureux et allez voir ailleurs.
la Hot Potatoes qui dit que la dernière personne qui a fait un commit sur ce dépôt possède l'intégralité des droits sur le code, à l'exception de la possibilité qu'ont tous les habitants du système de la Voie lactée de pouvoir faire un dépôt faire un commit sur ce dépôt. Donc c'est vraiment, on se refile les droits les uns après les autres. Et celle-ci qui est pas mal aussi, la passive agressive, qui consiste à dire que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur ce logiciel-là, que ce soit le copier, le modifier, le fusionner, le publier, le distribuer, le sous-licencier, en vendre des copies, mais vous avez absolument pas le droit de l'exécuter et de le faire tourner ou d'utiliser des binaires. Donc voilà. Merci. Merci Benoît.